Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 310e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Julie D. Kurtness. Vous nous direz peut-être ce que signifie ce D point, pour son roman Aquarium aux éditions des paysages. Les éditions des paysages, évidemment, qu'on connaît depuis très longtemps, depuis bientôt 4 ans, Mm. voire plus d'ailleurs, puisqu'ils ont déjà couronné, déjà été couronnés plusieurs fois pour le prix Vlil, et parce que le Québec a une particularité, c'est d'être souvent invité dans ces rencontres-là, parce qu'on apprécie véritablement vos plumes en tant qu'auteur et autrice québécois. Et je trouve que ce soir, on a encore une nouvelle voix, et on va en parler longuement. On a encore une nouvelle voix qui s'offre à la littérature autochtone ou québécoise. On verra aussi la différenciation peut-être entre ces termes-là. Mais déjà, bonsoir à tous les deux. Je suis ravi de vous de retrouver et de vous découvrir une première fois pour Julie. Bonsoir Bonsoir. bonsoir tout le monde. Alors Julie, vous êtes née d'une mère québécoise et d'un père innu, deux cultures finalement qui s'opposent parfois sur de nombreuses thématiques, sur de nombreux sujets, en tout cas d'autres auteurs autochtones, Inuits et d'autres communautés en ont fait le constat ici notamment. Comment on vit justement avec ces deux cultures en soi, oui, en soi, en vous-même, finalement, comment la littérature vous permet aussi de vous extraire ou en tout cas de vous conforter parfois dans cette communauté-là? Est-ce qu'il y a véritablement un sujet là-dessus? Oui, écoutez, il y en aurait long à dire parce que c'est une question très, très large qui englobe beaucoup d'aspects, disons, au-delà de la pratique artistique, là, ça englobe aussi toute la vie de tous les jours, en fait. C'est difficile à répondre parce que, oui, on dit souvent que je viens de deux cultures, mais j'ai pas l'impression que ces cultures-là sont si fractionnées à l'intérieur de moi. Tu sais, j'ai déjà utilisé l'image du smoothie, là, dans le sens du smoothie identitaire, dans le sens où les caractéristiques, non seulement de la culture québécoise ou occidentale, ou même, j'allais dire, dominante, là, colonialiste, évidemment, c'est en moi, mais aussi en moi, il y a la culture Innu, tu sais, la culture de cette première nation. Et les deux cohabitent depuis toujours. Tu sais, j'ai pas été quelqu'un qui a énormément erré ou énormément cherché je veux dire, à rallier ensemble ces deux cultures. Ça s'est toujours fait un peu naturellement, probablement parce que ça vient du milieu d'où je viens, où ces deux cultures-là cohabitaient déjà. Ne serait-ce que mes parents, là, qui étaient, qui réussissaient malgré tout à habiter ensemble et tout, et à cohabiter, à nous élever, mon frère et moi. Donc, la littérature, en fait, j'écrivais pas du tout en lien avec comment dire, pour libérer quelque chose, pour exprimer une identité quelconque. Tu sais, c'est pas un, comme un sujet qui me branche au point de vue narratif. Tu sais, les histoires que j'écris, l'identité n'est pas au cœur de ça. Évidemment que peut-être certains points de vue ou certaines manières de penser des Premières Nations vont ressortir dans la manière que j'écris, dans ça reste la manière de structurer mes histoires ou peut-être en trame de fond, mais c'est pas ça le cœur de l'histoire. Donc, j'ai été vraiment en fait surprise quand j'ai commencé à publier, que cette question-là, justement, de mon identité autochtone revienne constamment parce que j'avais pas réalisé à quel point le fait de prendre la parole, de prendre le crayon était important ou que ça soulevait toutes sortes de choses, ne serait-ce que pour les médias, les journalistes, etc. Donc, au début, j'étais un peu décontenancée. Puis j'étais décontenancée aussi parce que ce que j'écris n'a pas l'air de satisfaire, disons, le besoin d'exotisme ou le besoin d'être dépaysé de certains lecteurs allochtones, tu sais. Donc, mais voilà, c'est comme ça, tu sais, je vais pas commencer à écrire sur l'identité ou écrire sur la nature profonde d'être
membres des Premières Nations juste pour faire plaisir aux gens. On ne va pas mettre notre littérature en réserve aussi puis se priver d'écrire sur d'autres choses. Alors, voilà, j'espère que ça répond à la question un peu. Ouais. Oui, alors j'allais y venir justement parce que c'est ce qui vous distingue clairement de beaucoup d'auteurs autochtones qui mettent en avant cette communauté-là, qui mettent en avant le fait d'être entré en résistance potentiellement aussi. Ce qui vous distingue là, c'est qu'en effet, l'identité n'est pas un sujet chez vous quand vous écrivez, même si certains personnages autochtones sont présents et certains, en effet, sont plutôt intéressants dans la manière dont vous les tissez, mais ce n'est pas un sujet pour vous. Comment vous vous êtes perçu justement par les autres auteurs autochtones par rapport à cette différence? On sait que certains sont plutôt véhéments, certains sont plutôt engagés, on va dire. Finalement, comment vous êtes perçu par les autres? Est-ce qu'il y a ce côté, entre guillemets, Julie Curtness ne nous défend pas en tant qu'autochtone? Est-ce que c'est là aussi, est-ce qu'il y a un sujet par rapport à cette différence que vous écrivez en tant qu'autrice québécoise, Inou, autochtone? Hey, c'est une bonne question. En fait, il faudrait leur demander à eux parce que je ne sais pas leur pensée profonde par rapport à ça. J'ai l'impression que la plupart, ça leur a même pas effleuré l'esprit. Tu sais, je pense qu'on on écrit tous pour des raisons différentes, tu sais, dans le milieu autochtone, mais dans le milieu littéraire en général. Tu sais, il y a des écrivains plus engagés, il y a des écrivains militants, il y a des écrivains très cérébraux, des écrivains très à fleur de peau par rapport à leurs émotions. Il y en a qui sont très axés sur le récit, il y en a qui sont très axés sur le propos. Donc, je pense que toutes ces différences-là se retrouvent aussi au sein de plusieurs communautés littéraires. Donc, j'ai pas l'impression d'être mise à part par les autres, là. J'ai l'impression que c'est plus une construction artificielle, tu sais, parce que la littérature autochtone, on qualifie la littérature autochtone de manière, tu sais, c'est un qualificatif ethnique ou qualificatif culturel, contrairement, disons, à la littérature française qui est plus géographique, tu sais, ou nationale. Alors, c'est vraiment tentant de glisser rapidement dans le stéréotype ou dans le préjugé, étant donné qu'on associe la littérature à un mot qui fait le lien avec une culture. Tu sais, mais on n'a jamais. Je ne sais pas si pour la littérature française, vous dites ah oui, cette écrivaine, elle n'écrit pas sur le fait d'être française, tu sais, elle n'écrit pas sur c'est quoi la France. Tu sais, je ne sais pas si vous vous reprochez ça les uns les autres. Tu sais, vous ne Je militez pense pas que assez pour le nationalisme français dans un écrit ou sur l'histoire, ou etc. Bon, je sais que la réalité est différente, puis que c'est vrai qu'il y a tout un mouvement en littérature autochtone par rapport disons, reprendre les rênes de notre histoire, puis de raconter ça en nos mots, puis raconter des choses qui ont été cachées jusque-là, tu sais, mais on peut pas juste tout le monde faire ça, tu sais, sinon ça serait unidimensionnel comme littérature. ouais, je pense que c'est le cas notamment lors des littératures avec des littératures régionalistes, où là, en effet, il peut y avoir voilà, une littérature corse, une littérature basque, une littérature bretonne. À la limite, en effet, ça peut être envisageable. Amaury, j'aimerais justement que tu nous parles de Julie, puisque les récits, les romans ont été euh, publiés au Québec il y a déjà quelques années, celui-ci Aquarium en 2019. Et on parlera évidemment de entre guillemets, de la prophétie Julie Curtness, de la voyance, peut-être, je ne sais pas. Mais comment tu as découvert Julie par rapport à cette maison d'édition que je ne connaissais pas et qui mérite clairement d'être aussi découverte peut-être pour les Québécois? Justement, j'aimerais que tu nous parles de l'univers Julie Curtness. Qu'est-ce qui t'a séduit aussi à la lecture de Vengeance, son premier roman que tu as publié il y a déjà quelques années et que ensuite tu as décidé de republier avec Aquarium? Eh bien, justement, c'était la possibilité, c'est un petit peu en résonance avec ce que vient de dire Julie, c'est la possibilité de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on faisait auparavant, où on mettait en avant, comme tu l'as dit, cette autochtonie qui était, en tout cas, l'identité était très, très présente dans les différents récits. Et là, c'était la volonté un petit peu de déstabiliser aussi le lecteur ou la lectrice de la collection pour lui dire, on peut aussi finalement aller vers de la littérature autochtone qui ne milite pas, ou en tous les cas, les traits culturels sont pas saillants. Alors, il y en a, on l'a dit, hein, de toute façon, Julie les a entendus de la part
des professionnels, de tous ceux qui lisent ces textes, je veux dire vraiment dans le détail, en mettant justement en avant, par exemple, des traits qui sont probablement liés, on va dire, aux cultures autochtones. Je pense à la perspective du temps, à l'aspect cyclique, au rapport humain-animal, des choses qui sont présentes dans les textes, qu'elle voyait pas, ça sera à elle de le dire, mais en tous les cas, moi, le but, c'était vraiment de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on faisait habituellement. La découverte du texte de Julie et de ses qualités, ça a été dans Wapke, en fait, un recueil de nouvelles qui n'est pas paru en France et que Michel m'avait donné à lire, et Michel Jean. Et voilà, Michel Jean m'avait donné à lire, et puis, pour moi, l'une des meilleures nouvelles, c'est vrai que j'avais bien aimé celle de Michel, mais celle qui se détachait le plus, à mon goût, en tout cas à mon sens, c'était celle de Julie. Et je dis, mais bon sang, cette autrice m'a échappé, je n'avais pas vu ça, pourtant, ça avait des petites antennes un petit peu partout. Et effectivement, j'ai tout de suite écrit à l'instant même, qui m'ont communiqué de vengeance. Et là, la lecture, pour moi, était assez jouissive. Parce qu'effectivement, là encore, à part la dédicace, peut-être, la vengeance est douce au cœur de l'Indien, à part le titre du dernier chapitre, ça aurait pu être écrit, j'ai envie de dire n'importe qui, c'est-à-dire à l'octone, autochtone, on s'en fiche, en fait. La réalité, c'est que c'était quelque chose de très, très bien trouvé, qui se terminait de façon un peu abrupte, et justement, on avait envie d'en savoir plus. Je trouvais ça, effectivement, comme texte, en tous les cas, propre, à mon avis, à intéresser pas mal de monde, en dehors, justement, de l'aspect potentiellement militant de la littérature autochtone. C'est aussi une façon de dire, venez voir, il y a aussi autre chose. Alors, c'est vrai que quand je m'adresse à celles et ceux qui me lisent, ça risque de les déstabiliser. En revanche, ça peut aussi aller vers d'autres publics qui sont intéressés, ne serait-ce que par le roman noir, même si là encore, faudrait voir ça. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça? J'ai beaucoup aimé effectivement ce qu'avait dit Claire sur le roman écoféministe, un polar écoféministe. C'est des choses qui effectivement aussi peuvent échapper parfois aux lecteurs et aux lectrices. Mais en tout cas, c'était cette idée-là, de montrer qu'il y avait aussi une forme finalement d'assimilation de l'écriture à travers ce texte-là qu'on n'avait pas dans les autres. Et moi, ça, j'aimais particulièrement. On peut être autochtone sans le revendiquer et investir parfaitement les genres qui sont définis par la littérature occidentale. Et je trouvais que Julie le faisait parfaitement, et justement, elle tient aussi ce discours, ça je le savais notamment par ses éditeurs au Québec, qu'elle écrit aussi pour écrire, et que c'est pas quelque chose, en tout cas que cette identité dont elle a parlé tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'elle avait comme une sorte de porte-drapeau. Donc c'était vraiment l'idée de faire un pas de côté. Alors, et il y a aussi quelque chose qui te caractérise aussi, Amaury, c'est que tous les textes que tu publies sont souvent, toujours, je crois même, laissés avec la langue maternelle, la langue originelle. Et ça, je pense que c'est aussi important d'en parler, puisque c'est en effet écrit Ouais. en français du Québec. Et au final, j'ai été surpris de voir autant de termes à la fin du lexique, parce qu'on se laisse totalement bercer par la langue et le style de Julie. Et finalement, j'ai été surpris d'en voir autant expliqué. Je n'avais pas fait le rapprochement, en tout cas, je n'avais pas eu l'impression qu'il y avait autant de termes, et finalement, il y en a quand même pas mal. Quel est ton avis par rapport à cette volonté et cet engagement, finalement, de respecter la langue maternelle? Oui, alors ça, c'est effectivement très important, ce que tu dis là, parce que ça a été une motivation dès le départ. On sait qu'il y a quand même, encore aujourd'hui, on en a discuté au Festival du Livre de Paris, il y a encore quelques grandes maisons qui partent de l'idée qu'il faut franciser les textes venant du Québec, malgré la place déterminante qu'occupe aujourd'hui la littérature du Québec. D'ailleurs, ça se pose aussi pour le français de l'Ontario, par exemple, puisque je travaille parfois avec prise de parole, et c'est un petit peu le même questionnement. Et ils sont assez défiants là-dessus en disant, vous allez franciser ou pas? Moi, c'est une question qui à l'origine m'était jamais venue, parce que aussi j'ai vécu là-bas, donc j'ai pas de souci. Je pourrais dire que le Québec est une langue seconde, pratiquement, mais en fait, effectivement, j'avais jamais eu aucun souci pour lire un texte. Mais cela étant, il faut bien être conscient que c'était pas le cas de tout le monde, et que ça pouvait arrêter parfois la lecture. Mais ce que tu décris là, c'est ce lecteur idéal, cette lectrice idéale qui se fait emmener aussi par un imaginaire, et qui finalement s'arrête pas sur un mot, mais parce qu'on le ferait pareil pour d'autres romans de français classiques, et on se laisse emporter, on bute sur quelque chose, on le reportera pour plus tard en regardant dans le dictionnaire à un autre moment. Et je m'étais dit justement, il fallait que rien ne vienne interrompre la lecture, et qu'ensuite on pouvait, pour celles et ceux qui en avaient besoin, les éclairer sur quelques points de vocabulaire, mais également, je pense, sur des notions, des choses qui peuvent nous échapper, qui sont évidentes pour les Québécoises et les Québécois. Par exemple, une marque je pense au Vachon, Gâteau Vachon, des choses comme ça, des marques industrielles sur lesquelles on peut évidemment rire, qui font partie de la culture populaire du Québec. Et
si on n'a pas cette fameuse référence, ça peut nous échapper. Est-ce que c'est grave? Je pense pas, parce que ça altère pas le sens du texte, on le comprend d'une manière générale. C'est juste aussi un moment, souvent, de relation particulière avec l'auteur ou l'autrice, parce qu'on se rend compte des seuils culturels qui peuvent exister. Là, justement, on les voit pas parfois. Et je cite toujours le cas de Louis Carl Picard-Sioui, avec qui on a fait Kitchiké, où au départ, quand je lui ai montré tous les mots qui étaient en tout cas susceptibles de poser problème, il n'en revenait pas parce qu'il pensait que beaucoup étaient en fait du français de France. Et je lui disais, ah non, non, là, c'est franchement du français du Québec. Et petit à petit, comme ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce sont autant de mots, autant de choses sur lesquelles on pouvait ne pas se comprendre. Donc, c'était aussi cette volonté-là de laisser la fluidité du texte, en appeler à l'imagination des lecteurs, des lectrices, mais en même temps de se réjouir d'un petit lexique qui est assez souvent demandé, en fait, maintenant. Et d'ailleurs, là, pour un texte qui va apparaître au mois de mai, celui de Virginia Pessimé pas au bord de l'eau, Ours bleu, on a la chance de pouvoir faire paraître en France. Ça a été pareil. C'est un moment assez jouissif de voir quels mots je vais essayer d'aller piocher qui pourraient heurter. Le souci étant que, au fur et à mesure, il y a plein de choses que je ne vois plus, en fait, parce que forcément, les mots, je les entends, je les comprends. Et donc, je fais lire des gens qui sont un peu plus néophytes. Et mon vivier se tarit parce que eux aussi apprécient, elles aussi, les textes et commencent à comprendre et à apprendre le français du Québec. Mais voilà, il y a vraiment le souci de considérer le français du Québec comme une langue à part entière, pratiquement aussi, mais ça c'est un débat de spécialiste, avec une grammaire qui lui est propre, et forcément des champs lexicaux, ou en tout cas un vocabulaire, des champs lexicaux qui peuvent aussi lui être propres. Mais voilà, après avec Julie, ça s'est aussi passé comme ça, il y a des choses qu'elle ne voyait pas qui pouvaient poser problème. Moi, je les relève au cas où, pour vraiment le français ou la française qui arrive, qui n'a jamais entendu parler du québécois, et qui effectivement va vouloir trouver quelques petites choses là-dedans pour l'aider, ou en tout cas éclairer un petit peu les choses. C'était ça mon idée au départ. Et je l'ai maintenu, je le maintiens, et comme je te disais, c'est assez attendu maintenant avec les auteurs qui sont habitués à ce lexique-là. Eh oui, on ne peut plus revenir en arrière. Et tant mieux. Non, c'est trop tard. De là à faire un dictionnaire, peut-être un jour, en mêlant tout ce qui est trouvé dans les lexiques, quand la collection sera suffisamment importante. Mais voilà, alors il y a plein d'outils, et puis j'ai pas mal de dictionnaires. En fait, ça existe, hein, vous le savez peut-être, vous devez tous, mais il y a effectivement aussi des dictionnaires du français québécois. Il y a des choses comme ça, pas que les expressions, il y a vraiment des choses assez poussées pour montrer qu'il y a une différence entre les langues. Alors Julie, dites-vous que vous avez eu l'intention d'étudier les microbes, et on comprend évidemment dans l'aquarium, mais vous vous dédiez finalement à l'écriture et plus récemment à l'informatique. Là aussi, on voit les ponts qui se créent, les liens qui se créent avec vous. Vous avez écrit De Vengeance, qui était un premier roman avec cette femme tueuse en série qui s'attaque à tous les violents, les voleurs, les pollueurs, les profiteurs et les hypocrites. Et finalement, c'était extrêmement corrosif, extrêmement puissant et avec beaucoup d'humour. Et là, vous écrivez en 2019, alors ça fait déjà 5 ans pour vous au Québec. Et j'imagine que c'est peut-être pas simple aussi de revenir sur un texte qu'on a écrit il y a 5 ans, mais je suis persuadé que vous l'avez tellement écrit et réécrit que vous l'avez totalement encore en tête. Il est paru il y a quelques mois en France. J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours justement entre ces deux romans. Comment vous choisissez vos récits? Parce que celui-ci, Aquarium, n'a évidemment rien à voir avec De Vengeance. Et j'imagine que le troisième, qui est sorti il y a peu de temps au Québec, vous allez sûrement nous en parler tout à l'heure, n'a rien à voir, puisque quoique il peut y avoir certains ponts, mais l'intelligence artificielle a évidemment un énorme impact sur ce dernier roman. Mais comment Julie Kurtness réfléchit ces sujets? Étant donné que l'identité n'est plus un sujet, comment vous réfléchissez à la création d'un ouvrage, à la création d'un roman, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de personnages dans ce roman, beaucoup de voix, parce que c'est un roman polyphonique, mais on sent que dans votre esprit aussi, il y a beaucoup de voix. Qui fait la sélection finalement de comment vous allez finalement créer des personnages ou pas dans un récit? Oui, petite question légère. Ben, en fait, faut que l'histoire me passionne assez pour me dire, bon, ben, je vais y consacrer, je sais pas, 2 ans de ma vie ou 3 ans de ma vie. T'sais, De Vengeance, c'est le premier roman publié parce que c'est le premier projet que j'ai terminé finalement. Donc, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup procrastiner, moins maintenant. Là, c'est une habitude que je réussis, si on veut, à contrôler, mais il faut vraiment que, comme on dit enfin, au Québec, faut que ça me tente. Il faut vraiment que ça me branche
une histoire ou un sujet pour y consacrer du temps. Pour Aquarium, en fait, l'idée de base, c'était... j'avais cette image d'une baleine qui vit 200 ans. En fait, j'en parle brièvement dans le livre, mais il y a quelques années, on a trouvé une baleine échouée, je crois que c'était en Alaska. Et puis, dans le gras du cou de cette baleine, on a trouvé la pointe d'un harpon. Et cette pointe de harpon était gravée la compagnie de harpon et l'année. Et je crois que c'était quelque chose comme 1817 ou un truc comme ça. Donc, ça faisait vraiment longtemps que ce harpon-là existait et était logé dans cette baleine. Donc, après quelques recherches et quelques déductions, les scientifiques ont affirmé que finalement, cette baleine-là avait près de 230 ans, quelque chose comme ça. Donc, moi, j'avais trouvé ça absolument extraordinaire, tu sais, que ces mammifères-là qui sont, disons, oui, c'est ça, c'était le début du 19e siècle. Donc, j'avais trouvé ça vraiment fascinant c'est ça, que cette baleine-là ait vécu tout ce temps-là et finalement qu'elle soit née avant la révolution industrielle. Donc, je me demandais quelle a été sa vie et quelle a été aussi sa perception du monde par rapport à nous. Donc, c'est comment les humains, on est entrés d'une manière un peu violente dans la vie des baleines avec la chasse, mais plus récemment avec le bruit, avec la pollution, avec, bref, notre présence, disons, ostentatoire. Et parallèlement à ça, cette baleine-là, ben, je ne pouvais pas juste parler de la baleine. Donc, il fallait que je la mette en parallèle avec d'autres personnages. Puis j'avais vraiment cette idée de lignée, de 7 ou 8 générations d'humains qui allaient vivre et j'allais partager les vignettes, si on veut, ou les tranches de vie de ces gens-là par rapport à la vie du cétacé. Donc, c'est un peu ça l'idée de départ d'Aquarium, mais bon, en même temps, c'est un peu... c'est moins... c'est moins organisé qu'on pourrait penser comme méthode. Là. Je me prends beaucoup, beaucoup de notes. Quand j'ai une idée, je vais la noter. Puis éventuellement, à force de relire mes notes, quand j'ai plusieurs pages de notes, ben, je me rends compte parfois que j'ai un sujet qui m'obsède ou que ça tourne beaucoup autour d'un même thème ou d'une même histoire ou que c'est plusieurs bribes d'une même histoire. Donc, éventuellement, peut donner ça peut donner un roman. Tu sais. Donc, je vais me faire des différents points par rapport au roman, mais évidemment, l'histoire que ça donne, tu sais, il y a l'intention, puis il y a le résultat, puis entre les deux, il y a toujours un écart. Là. Je pense que c'est le même pour beaucoup de créateurs entre ce qu'on a en tête, l'idée qu'on a en tête, l'émotion qu'on veut créer versus le résultat. Tu sais. Surtout en écriture, moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup d'écrivains qui travaillent pour arriver, on a une idée de scène ou on a une idée d'émotion, et tout le roman est un prétexte pour arriver à cette scène ou pour arriver à l'émotion. Donc, moi, c'est un peu comme ça. Évidemment que j'essaie que ça soit cohérent, puis j'essaie que ça soit palpitant à lire, mais ça reste qu'il y a beaucoup de travail. Tu sais, il y a beaucoup d'intuition, mais il y a beaucoup de travail. En fait, c'est de faire à croire que tout ça était voulu. C'est un peu ça ma méthode. Ouais. Je sais pas à quel point ça répond à votre question ou pas, là, mais c'est un peu ça ma méthode. Ouais. Alors, Je pourrais pas donner de cours de création littéraire, ça serait terrible. à la lecture du roman, clairement, on sent que cette baleine a été le prémisse, le postulat de départ de votre plume, c'est évident. Cela étant, certains auteurs, notamment nord-américains, font des romans et 200 et 300 pages sur une simple pêche à la mouche. Mhm. Pourquoi l'idée de finalement insérer les humains à l'intérieur de ce roman-là? Quelles ont été les difficultés pour rester finalement avec une seule baleine? Est-ce que la difficulté était trop forte? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour vous dire que finalement les êtres humains étaient utiles? Ben, c'est parce que c'est ça que je connais le mieux, tu sais, c'est la condition humaine. Je pense que c'est ça
comment dire, le foin, là, le matériel principal auquel duquel je me nourris, c'est vraiment ça, notre condition d'humain, tu sais. Puis les animaux, dans ce roman-là, étaient importants aussi, mais, mais mon imagination a une limite. Tu sais, je parle de la baleine, j'essaie de la faire parler aussi, j'essaie de faire parler un requin, ou etc. Mais tout ça, en fait, ça vient du fait que euh, je voulais qu'on sente qu'on fait partie d'un tout. Tu sais, je voulais qu'on sente que finalement, la vie d'une baleine, la vie d'un requin est aussi importante que la nôtre et à la limite qu'il y a une partie aussi de mystère. Tu sais, c'est ce mystère-là qui nous échappe complètement parce que, bon, nos cerveaux ne sont pas faits de la même manière, notre existence est dans des conditions très, très différentes. Tu sais, eux sont dans un milieu qui nous est hostile, c'est-à-dire les grandes profondeurs, la mer, le froid, l'eau, tu sais, et vice-versa. Tu sais, eux, ils n'ont aucune idée du monde dans lequel on vit, puis de la société qu'on s'est créée et dans laquelle on évolue. Tu sais. Donc, je voulais vraiment mettre ces deux aspects-là en parallèle, c'est-à-dire les vies humaines et les vies animales, et montrer que tout est interrelié, mais qu'en même temps, il reste une grande, grande part de mystère. Donc, c'était un peu ça derrière l'idée, mais en même temps, l'idée, en fait, moi, je veux écrire une bonne histoire. C'est vraiment ça, ma démarche artistique en une phrase. C'est vraiment écrire une bonne histoire. Donc, malgré toutes les explications, puis tous les concepts, puis tous les thèmes que je peux vous énumérer aujourd'hui, à la base, moi, je voulais vraiment écrire une histoire avec un début, un milieu, puis une fin. Puis je voulais que les gens aient envie de tourner la page. Puis je voulais, à la limite, que les gens soient complètement puis qu'ils oublient même qu'ils sont en train de lire. Je voulais que ce soit une expérience immersive, c'est le cas de le dire. Donc, c'était ça, disons, le but premier de ce projet-là. Et on apprend aussi beaucoup de choses dans ce livre-là, des choses, je pense notamment au volcan Tambora en Indonésie, avec cette année 1816, une année totalement sans été. J'ai été stupéfait de voir que je ne connaissais pas du tout cette histoire-là. Il y a quand même beaucoup de recherches, il y a beaucoup de matériaux. Finalement, comment vous avez travaillé la matière? Quel a été le point culminant, le point central de vos recherches et de votre écriture? Comment on arrive justement à mêler ces deux ancrages? Ah, ben, il y a beaucoup de recherches sur Google. Il y a beaucoup. En fait, moi, je suis quelqu'un de curieux, donc j'écoute énormément de documentaires, je lis beaucoup et je retiens beaucoup d'informations. Donc, c'est beaucoup d'informations disparates, si on veut que je prends des notes, puis là-dedans, évidemment, pas tout va se retrouver dans le roman. Donc, souvent, en fait, la science ou les découvertes scientifiques sont vraiment sont super intéressantes pour moi. C'est vraiment euh, une source d'émerveillement constant. Donc, disons, il y en a, pour certains, c'est d'écrire sur, je sais pas moi, la magie ou encore sur des choses qui n'existent pas, alors que moi, j'ai l'impression que les choses qui existent sont assez pour moi. Ça me comble totalement et sont tellement impressionnantes et tellement surprenantes que ça me nourrit énormément. Donc, quand je lis des choses ou que j'apprends des choses ou que je vois des choses qui m'émerveillent, bien souvent, je vais les noter puis je vais trouver la manière de les incorporer à une histoire. Donc, ça, évidemment, je passe mon temps à faire des recherches. Tu sais, je peux passer 2 heures à vérifier si mon idée d'histoire est plausible. Tu sais. Donc, ça arrive souvent que finalement, c'est pas comme ça. Je découvre que c'est pas comme ça que quelque chose fonctionne. Donc, il faut que je change mon approche ou ma ligne narrative. Mais souvent, ce que je découvre est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Donc, c'est vraiment un va-et-vient entre mon imagination, ma volonté de cohérence dans l'histoire, ma volonté aussi d'avoir une bonne histoire, d'avoir une trame narrative plausible et
cette recherche-là qui est constante aussi pour m'assurer justement que j'écris pas de fausseté. Parce que moi, ça me frustre énormément quand je lis quelque chose que je comprends que l'auteur n'a pas tout à fait bien compris ou n'a pas tout à fait bien saisi ou encore dit quelque chose qui se peut pas. Moi, ça me sort carrément de l'histoire quand il y a quelque chose d'impossible. À moins que ça soit tellement, tellement bien fait qu'on accepte la proposition. Là, je ne sais pas, mettons, si on lit l'histoire où il y a des dragons, on fait, OK, il y a des dragons. Mais au-delà de ça, si c'est drôle, mais je peux accepter une histoire de dragon, mais si la physique de vol n'est pas respectée, ça, je peux décrocher. C'est niaiseux comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Ouais. Anne, c'est à toi. Pardon? Bonsoir, bonsoir Julie. Bonsoir. J'ai lu votre livre et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais alors, vous dites ce que j'attends, mon souhait, c'est d'écrire une histoire et que les gens soient plongés dedans. Et ça marche. Mais il n'y a pas du tout qu'une histoire dans votre livre. Il y a beaucoup d'histoires. Et j'ai même éprouvé quelquefois de la frustration parce que au début, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, mais on dirait presque un recueil de nouvelles, mais sans que ce soit, sans qu'il y ait de rupture, un nouveau chapitre, un titre, etc. C'était comme un ensemble qui était un peu déstabilisant, mais voilà, c'était très particulier. Puis après, ça se met en place. Mais j'ai eu quelquefois le regret de quitter certains personnages si vite. Et parce que je trouvais qu'ils étaient tous très vite incarnés, on savait très vite qui c'était. On se demandait quel était le lien évidemment avec Emeraude Pique, mais voilà. Et je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que au départ, votre livre était peut-être plus important en taille? Et est-ce que cette vitesse finalement, ou même cette accélération, parce que les derniers personnages, le boulanger et sa femme, etc., on les voit encore moins longtemps, enfin on les rencontre encore moins longtemps. Donc est-ce que cette accélération, elle est voulue? Est-ce que vous vouliez montrer que tout allait finalement très vite et que l'échelle de peut-être 200 ans, c'était rien face à ce qui pouvait se passer dans la nature? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je comprends un peu où vous voulez en venir, mais en fait, c'est vraiment une question de quelqu'un qui a analysé l'histoire plus que moi. Moi, je l'ai écrit, je l'ai moins analysé. Je vous dirais que non, l'histoire n'était pas plus volumineuse. Au contraire, moi, j'ai tendance à être très, très synthétique, là, à aller au cœur des choses tout de suite dans mon écriture, ce qui peut, en fait, déstabiliser les gens parce que c'est très, très dense. Mes premiers gestes sont très, très denses, puis j'essaie, plus j'avance, disons, dans mon écriture, d'essayer d'être plus généreuse, de mettre plus de détails, de laisser au lecteur la chance de respirer un peu. Mais ça, c'est une intention. Est-ce que je réussis à faire ça? J'ai l'impression pas encore. Je pense que c'est une de mes, disons, de mes faiblesses, peut-être d'autrice, qu'il faut que je travaille, de mettre plus de détails, d'être plus généreuse, etc. Parce que souvent, c'est très, très clair dans ma tête, mais je me rends compte que, bon, les gens ne vivent pas dans ma tête, donc il faut que je leur en donne plus pour les aider, pour qu'ils suivent l'histoire, pour qu'ils saisissent mieux les personnages ou les scènes ou l'atmosphère en général. Donc, moi, ce que je voulais avec ces vignettes-là sur différents personnages, c'est que je voulais vraiment montrer un moment charnière dans la vie de ces gens-là. Je ne voulais pas qu'on raconter la vie en long et en large de chacune de ces personnes-là parce qu'en fait, nos vies sont extrêmement ennuyeuses. Mis à part quelques moments vraiment charnières dans nos vies, la majorité de nos vies, il ne se passe rien ou presque. Donc, j'ai choisi ces moments-là de ces personnages-là parce que c'était des moments importants. Et ce que je voulais aussi, c'est montrer que ces personnages-là, même si ils ne vivent pas à la même époque que nous, ces personnages-là ont, comment dire, ont une intériorité ou ont des vies tout aussi remplies que les nôtres, tout aussi complexes et tout aussi étranges. Donc, c'était vraiment ça que je voulais démontrer. Puis, je voulais démontrer aussi que ces gens-là, c'est en filiation directe avec mon personnage principal, avec Emeraude Pique.
Donc, ce que je voulais, c'est qu'on s'aperçoive qu'il y a certaines caractéristiques de ces gens-là qui se retrouvent en émeraude, même si c'est de manière inconsciente. Donc, c'était vraiment d'illustrer à quel point, même si après on perd complètement de vue notre filiation, à part pour les gens qui font de la généalogie, mais même à ça, la généalogie, ça reste des dates, des noms et quelques lignes sur des gens qui ont vécu toute une vie. Donc j'avais vraiment envie de montrer à quel point ces gens-là, même si leur vie nous échappe, même sur leurs conditions ou qu'on ne les connaît pas, finalement, tout ça échappe au personnage principal. Mais je voulais quand même montrer que ces gens-là ont existé, ont vécu, ce qu'ils ont vécu était important, mais sans trop en mettre non plus. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Puis aussi, mettre ça fractionné parce que leur existence nous échappe. C'est comme l'histoire nous échappe, il y a plein de zones d'ombre dans nos vies, puis dans l'histoire. Puis c'est un peu ça le sujet un peu sous-jacent du livre. C'est à quel point, bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, il y a beaucoup de mystères dans ce bas monde. Et le fait de fractionner ces histoires-là ou le fait qu'on n'ait pas l'histoire totale de ces gens-là, de ces personnages-là, ben, ça fait partie de cette espèce de démarche-là. Mais c'est après coup, à force de me faire poser des questions sur la structure du livre, que je peux vous l'expliquer aujourd'hui. Mais quand je l'écrivais, c'était juste comme ça que j'avais envie de l'écrire. C'était comme ça qu'intuitivement, j'avais envie de raconter cette histoire-là. Donc, c'est très basique comme réponse, mais c'est celle que j'ai. Voilà. Non, c'est loin d'être basique parce qu'en effet, je rebondis sur la question de Anne. En effet, on sent qu'il y a que l'écriture est fragmentée, que c'est souvent d'ailleurs très hybride, mais c'est aussi un genre que vous affectionnez puisque vous écrivez de plus en plus de nouvelles, j'ai l'impression, dans différents autres domaines. Euh, Finalement, est-ce que votre choix est fait sur le genre sur lequel vous avez envie d'écrire, sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise? Est-ce qu'il y a une scission à faire ou au contraire, vous êtes extrêmement doué pour faire les deux. Finalement, où vous vous éclatez le plus, parce qu'en effet, on a l'impression qu'il y a plusieurs nouvelles dans ce récit, et comme le dit très bien Anne, il y a plusieurs histoires et chacune d'elles aurait pu faire l'objet d'un livre, finalement. Que ce soit cet homme issu des Premières Nations qui pratique cette cérémonie rituelle au début, que ce soit Léon, cet orphelin avec une filiation perdue, que ce soit Désiré, évidemment. Euh, en réalité, il y a beaucoup d'histoires et on a l'impression que vous êtes entre les deux. Vous ne savez plus finalement ce que vous préférez, si ce sont les nouvelles ou le roman. Et on sent que ce roman-là, il est dans un moment charnière de votre existence de romancière ou d'autrice et que il va falloir faire un choix. Je l'ai ressenti comme ça. Ben, je pense que Aquarium, c'était un projet ambitieux. Je le qualifierais comme ça parce que euh, il est un peu compliqué comme livre, même si au final, on comprend tout, puis c'est assez simple comme intrigue. Là. Il n'y a pas de grande clé à trouver. Puis si on se laisse porter, ben finalement, rendu à la fin du roman, on comprend tout, puis on n'a pas eu besoin de faire un gros effort d'intellectualisation. Donc, c'était ça que je voulais faire. En fait, Aquarium, je me suis dit, si je n'écris pas ce roman-là maintenant, je ne l'écrirai jamais. Donc, c'était vraiment un roman un peu fou, mais que j'avais envie d'écrire comme ça. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question sur la réception du roman ou comment les gens euh, allaient l'analyser ou quoi que ce soit. J'ai vraiment écrit ce roman-là intuitivement. Je n'ai pas fait de grands schémas structurels. J'avais juste envie d'écrire, bon, je m'étais dit, il va y avoir une trame narrative principale avec un personnage qui crie au jeu, qui va revenir périodiquement à tous les chapitres. Et ça va tenir le lecteur. Ça va être ça le fil conducteur. Puis, parallèlement à ça, à chaque chapitre, je vais mettre une sorte de vignette d'un autre personnage. Puis ensuite, je vais rajouter une troisième couche. Puis de temps en temps, il va avoir point de vue d'un animal. C'est un peu ça le truc de base, mais ça allait pas plus loin que ça. Tout ça, la structure allait être très intuitive.
Maintenant, savoir si je préfère la nouvelle ou le roman, je dirais que ça dépend. En fait, ça dépend de l'idée que j'ai. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui méritent un roman, puis il y a des idées qui méritent une nouvelle. Tu sais, selon la- disons, l'histoire que j'ai envie de raconter, des fois, la nouvelle s'y prête mieux, des fois, le roman s'y prête mieux. J'ai pas vraiment de préférence. Peut-être le roman parce que je peux plus approfondir ou je peux plus même m'éclater dans un roman, dans le sens où on a plus de latitude, alors que la nouvelle, souvent, on a un nombre de mots maximal. En fait, pratiquement toutes mes nouvelles que j'ai écrites jusqu'ici, c'était des commandes. C'est-à-dire que c'est des éditeurs, soit de revues ou de collectifs ou de projets qui m'ont commandé une histoire. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je fournis une histoire, une nouvelle. Mais la nouvelle aussi, ça me permet d'explorer certains volets d'une histoire que j'ai en tête. C'est un peu comme, j'utilise l'image du ballon d'essai. Donc, par exemple, pour mon plus récent roman, La vallée de l'étrange, j'ai écrit 3 ou 4 nouvelles dans les 2 années qui ont précédé la publication de ce roman-là. Puis ces nouvelles-là, c'était presque une étude sur un aspect ou un chapitre ou un personnage que j'allais mettre dans ce roman-là. Puis souvent, la nouvelle, j'ai gardé l'idée ou j'ai gardé 2 lignes à peine de nouvelles de 12 pages qui se ramassent dans le livre finalement, mais ça me permet d'explorer un aspect de l'histoire ou d'explorer un personnage avant, finalement, de décider si ça vaut la peine de l'intégrer ou non dans le roman. Tu sais, c'est plus une manière de tester une théorie ou de tester une histoire. Voilà. Donc, c'est la réponse que je peux vous donner par rapport à ça. Je pense que je vais toujours faire les deux. Je pense que je vais toujours alterner les deux. J'aime bien qu'on me commande des histoires parce que ça me pousse justement à sortir de ma tête, de mes obsessions. Souvent, on me dit, bon, ben, le thème de la revue, ça va être, je sais pas moi, algorithme. Donc, il a fallu que j'imagine une histoire en lien avec ça. Ou alors, le thème, c'était la dystopie. C'était carrément ça qu'on m'a dit pour Wapke, là, quand Michel m'a téléphoné, Michel Jean. Moi, il m'a dit la dystopie. Aux autres, il paraît qu'il a dit l'anticipation ou le futur. Mais moi, il m'a dit dystopie. Donc, c'est peut-être pour ça que ma nouvelle est si glauque par rapport au reste. C'est que moi, j'ai écouté la consigne et je me suis dit, bon, ben, je vais écrire une dystopie, puis ça va être ça. Donc, ça permet d'explorer ou même de baliser ma création de manière que le roman, ben, la seule balise que j'ai, c'est moi-même. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là de se contenir. On voit ce que ça donne en aquarium si j'avais aucune balise. Fait que ça a donné cette espèce d'histoire un peu pétée, un peu éclatée, que tout le monde se demande si à quel point je voulais vraiment faire ça. Voilà. Alors, avant que vous nous lisiez un premier extrait, Julie, j'aimerais justement, vu que vous parlez de dystopie et potentiellement d'apocalypse, vous avez été plutôt précurseur en la matière en publiant ce texte en 2019. Et donc, je peux comprendre que certains lecteurs qui ne savent pas que ce récit a été écrit en 2019 peuvent se dire, oh là là, encore un livre sur le Covid. Ce n'est pas le cas. Mais c'est surtout, j'aimerais insister sur le fait que ce livre-là ne parle pas que de ça, voire quasiment pas d'une dystopie finalement. Ce récit, Aquarium, ce n'est pas une dystopie à mon sens, hein. Non, pas du tout. Voilà, c'est bien plus au-delà de ça. J'aimerais qu'on insiste aussi là-dessus, puisque les autres fils narratifs ne sont pas dystopiques. Puisqu'au contraire, on est plutôt dans le passé. Et je pense qu'il faut que ce soit dit aussi par l'autrice elle-même. Ben, en fait, c'est que j'avais besoin d'une cause possible de catastrophe. C'était vraiment ça, parce que je voulais créer, surtout dans la deuxième partie du livre, ce huis clos sur un brise-glace en Arctique. Donc, j'avais besoin d'une raison pour laquelle les gens allaient demeurer sur le navire si longtemps. Tu sais. Donc, et moi, j'ai étudié en microbiologie. Tu sais, ma première année à l'université, c'était en microbiologie, immunologie. Et même si au final, j'ai bifurqué vers la littérature, la science m'a toujours habité. J'ai toujours été passionnée de microbes et de virus, etc. Et il était tout naturel pour moi que ça allait avoir un lien avec
ça allait être ça la source de la catastrophe. Parce que, bon, le COVID en a surpris plus d'un, mais moi, j'étais comme pas très surprise. J'étais un peu catastrophée comme tout le monde. J'étais pas contente que ça arrive. Mais en même temps, je tombais pas des nues. N'importe qui a étudié un peu ou qui s'intéresse un peu aux microbes, aux pandémies, ben, sait que c'est quelque chose de cyclique. On a eu plein là, dans l'histoire de l'humanité, puis malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre, mais il va y en avoir d'autres. Et probablement que ces cycles-là vont s'accélérer parce que, bon, on empiète de plus en plus sur la nature, sur la biodiversité. Donc, on fait un peu lever les virus qui auraient jamais dû, qui auraient dû rester dans la jungle ou au fond de la caverne. Ben, vu qu'on empiète constamment là-dessus, puis qu'on est de plus en plus nombreux, puis on voyage, puis etc. Bref, les pandémies vont s'accélérer. Donc, tout Nous ça pour dire dire que ça, j'avais besoin de cette image-là. Ouais. nous dire ça un dimanche soir, Julie, sincèrement, Ah ouais, c'est je suis vraiment pas désolée, cool, hein. mais tu sais, ça va arriver, là. Donc, bref, j'avais besoin d'une épidémie, puis d'une pandémie, puis comment dire, ça a été, j'ai élu ça comme catastrophe possible, puis c'était un peu trop possible à mon goût parce que 4 mois plus tard, il y avait la COVID. Donc, c'est ça qui est arrivé. Alors, Julie, on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un extrait. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. Si vous avez le livre, vous pouvez le mettre en avant, bien entendu, avec la version québécoise par Hélène. Voilà, Ouais, j'ai magnifique. la version québécoise, moi aussi, de poche. Et c'est parfait. Merci. Julie, c'est à vous pour un premier extrait. D'accord. J'ai choisi un extrait qui parle du requin, parce que j'aime beaucoup l'histoire du requin du Groenland. Ça, c'est un requin qui peut vivre plus de 400 ans. Imaginez-vous dans la peau d'un requin qui a 400 ans. Alors, ça va comme suit. Une odeur, une odeur qui remplit les pores, riche et délicieuse. L'odeur de la nourriture. La sensation le percute au milieu du néant. Elle modifie son état de veille. Son pouls s'accélère. De grands battements de queue le font avancer, lentement. Le requin nage 3 heures. Les craquements sourds de la surface se rapprochent. Leur vibration enveloppe son corps d'une caresse familière. Elle gagne en intensité à mesure que l'eau se fait moins dense. Ses muscles se contractent à peine. Sa masse sombre glisse vers le haut, quelques mètres par minute. Chaque élan lui coûte une énergie précieuse, parce que les occasions de manger sont rares. Ombre parmi les ombres, il plane comme une raie entre les courants. L'eau est si froide qu'elle devrait être gelée. Le sel, les marées et la pression la gardent à l'état liquide. La banquise chante au-dessus de lui, son tonnerre vibre dans la noirceur glaciale, des secousses graves qui excitent tous les nerfs du squale. La vie existe aussi là-haut, un monde d'une vitesse inouïe, suffocant de chaleur et de lumière. Jadis, il regardait l'épaisse couche de glace chatoyer, verte ou bleue dans la lumière vive, orange et rose au passage du soleil sur l'horizon. La nuit, des milliers de créatures brillaient, électriques et multicolores. Il perçoit encore le fourmillement de leur existence, mais il ne les voit plus. Voilà, premier extrait. Là où j'aimerais aussi revenir, c'est que c'est un roman de filiation. C'est véritablement peut-être le thème principal de ce livre-là. C'est difficile de trouver des thèmes, un thème principal, clairement, parce qu'ils sont nombreux et surtout, ils sont traités d'une manière totalement équitable, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un roman sur la filiation, et j'aimerais que vous nous parliez de cela, puisque on sent, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'intime dans ce roman, notamment sur les figures maternelles et paternelles qui sont distillées notamment au début du livre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette filiation, cette thématique-là? Tout à l'heure, vous disiez que vous n'étiez pas intéressé par l'identité, mais il y a quand même, j'ai l'impression, peut-être que ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de métaphores et qu'il y a beaucoup d'intime dans ce récit-là, bien plus intime en tout cas qu'on pourrait le penser. Oui, ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où après 3 ou 4 générations, je serais surprise si des gens ici pouvaient me nommer le nom de leurs 8 arrière-grands-parents.
c'est très rare. Pourtant, c'est pas si loin de nous. Donc, j'avais vraiment envie de remonter, c'est ça, à 3, 4, 5, 6, 7 générations, 8 générations, euh, à partir de mon personnage principal, pour qu'on ait justement cet aperçu de la vie de ces gens-là. Et bien sûr qu'il est question d'identité, mais au-delà de l'identité, disons, ethnique ou culturelle du moment, il y a comment dire, la profondeur de la nature humaine. Tu sais, c'était vraiment ça qui était plus le moteur de, de, de cette structure-là. Ça aussi, puis une sorte d'hybridation. Tu sais, à quel point tu sais, nos ancêtres, pour la plupart, ont probablement fait le tour du monde. Tu sais, on est tous métissés d'une manière ou d'une autre. Tu sais, donc, on a des ancêtres qui viennent d'Europe, des ancêtres qui viennent d'Amérique, du Nord, du Sud. On a des gens qui ont exercé des métiers qui sont à 1000 lieues de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ces gens-là avaient justement une profondeur, avaient une sensibilité, avaient des soucis, avaient des joies, tu sais, et vivaient dans des sociétés très complexes. On a tendance à beaucoup simplifier ce qu'était la vie avant. Puis moi, j'ai l'impression que c'est une erreur. Mais on n'a pas le choix de faire ça parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Les humains, on catégorise, puis on structure, puis c'est comme ça que notre cerveau réussit à fonctionner. Tu sais. Mais j'ai l'impression que cette simplification à outrance fait en sorte qu'on sous-estime peut-être d'où on vient, ou on sous-estime les gens qui nous ont précédés, leur bravoure ou leur courage ou leur intelligence. Donc, c'était vraiment ça que je voulais montrer. Puis, bon, il y a la filiation humaine, mais il y a la filiation animale aussi, tu sais, que c'est quoi ta perception du temps quand ça fait 400 ans que tu existes, quand ça fait 200 ans que tu existes, quand tu as donné naissance à plusieurs, même générations de tes semblables. Tu sais, c'est quoi ta perception du monde par rapport à ça? Puis par rapport à ta place aussi dans l'univers par rapport aux autres espèces. Donc, c'était vraiment cette espèce de globalité ou de tout plus holistique que j'essayais d'illustrer dans l'aquarium. Et on a l'impression qu'évidemment le titre s'y rapporte clairement, puisqu'on a l'impression que chaque lignée, chaque génération représente un aquarium. Cet écosystème, je crois que c'est l'étymologie d'aquarium est plutôt sur un réservoir d'eau, mais finalement, on pourrait se poser la question de savoir si pourquoi ce titre-là finalement, mais on comprend très vite qu'en effet, les différents écosystèmes, les différentes générations sont tissées les unes aux autres. Est-ce que j'ai bien compris ce titre-là ou pas? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce pluriel, notamment, d'aquarium? À la base, le roman s'appelait pas Aquarium. Mon titre de travail, moi, c'était Une mince paupière. Tu sais, je trouvais ça super beau. Je trouvais ça vraiment poétique, tu sais, une mince paupière. Je me disais, ah, d'accord. Tu sais, ça nous permet de voir un peu l'avenir, mais en même temps, c'est flou. Tu sais, on est aveugle par rapport à tout ça. Bon, bref. Mon éditrice, Geneviève, mon éditrice québécoise, elle m'a dit, Julie, c'est très beau, mais ça veut rien dire. Fait que trouve un autre titre. Fait que je fais, ah. Fait que je suis venue avec le mot aquarium. Donc, mais c'est vraiment le fruit d'une réflexion a posteriori de tout ça. Tu sais, le roman était carrément terminé quand j'ai choisi le titre. Puis je trouvais qu'aquarium au pluriel, ça illustrait bien. Tu sais, c'est un roman très mouillé, là. Tu sais, c'est un roman très humide, là. Il y a beaucoup d'eau dans le roman. Puis en même temps, l'aquarium, ben, ça permet de voir. C'est un milieu fermé, mais en même temps, c'est un milieu complexe. Puis en même temps, c'est un milieu un peu artificiel. Tu sais, je trouvais que ça illustre aussi à quel point, bon, il y a beaucoup d'indicibles, hein, à quel point, malgré tous mes efforts, bon, je raconte la vie de ces gens-là, mais ça ne sera jamais comme la réalité. Tu sais, on peut essayer de reproduire l'aquarium, que ce soit à très petite échelle ou à grande échelle dans certaines institutions comme les zoos, les centres de recherche, mais ça ne sera jamais comme la grande barrière de corail. Tu sais, la grande barrière de corail, quand elle va avoir fini de blanchir, ben, elle va être perdue à tout jamais. Tu sais, on a beau avoir un morceau de corail au zoo de Granby ou au zoo de Nantes, tu sais, ou à l'aquarium de Saint-Malo. Non, c'est à La Rochelle. J'ai visité l'aquarium de La Rochelle. C'est magnifique, mais ça ne sera jamais comme la réalité. Tu sais. Donc, c'est un peu ça, aquarium, que ça illustre. Un peu tout ça.
Qu'est-ce qu'il se cache finalement derrière le personnage principal d'Emeraude Peak et aussi autour d'elle, pardon, gravitent d'autres personnages. Est-ce que vous avez des préférences quand vous écrivez avec certains des personnages? Est-ce qu'il faut qu'ils s'identifient aussi à ce que vous connaissez, à qui vous êtes, ou au contraire, vous pouvez vous en extraire totalement et arriver à décrire de manière peut-être encore plus simple des personnages qui sont totalement éloignés de vous? C'est une bonne question, dans le sens que j'ai pas vraiment de réponse précise. C'est sûr que j'avais de l'affection. J'ai de l'affection pour tous mes personnages. Tu sais, même les personnages secondaires, des fois, parce que je trouve que, tu sais, quand ils sont dignes de mention, c'est parce que, tu sais, si ça vaut la peine que je mette de l'énergie à parler d'eux, ben, c'est parce qu'ils sont intéressants d'une manière ou d'une autre. Emerald Peak, moi, je la voyais un peu comme une super-héros, une super-héroïne, là, je sais comment féminiser ça. Mais puis c'est drôle parce qu'avec la COVID, ça m'a un peu donné raison. Tu sais, c'est des gens souvent qui consacrent toute leur vie à, à la science ou à un domaine de recherche un peu ingrat et, et- et beaucoup des savoirs ou des acquis de notre société fonctionnent sur les découvertes de ces gens-là. Et ces gens-là, c'est des bourreaux de travail et tout, donc j'admire l'intellect de ces gens-là, tu sais, leur courage, leur volonté aussi, puis leur curiosité insatiable. Tu sais, puis c'est des gens qui prennent des risques, puis tu sais, qui font beaucoup de sacrifices de manière personnelle ou même financière pour leur passion. Tu sais, donc j'admire ça beaucoup. Donc Emeraude, moi, je voulais vraiment que ça soit une héroïne. Tu sais, c'est une scientifique, mais c'est une fille, une femme très intelligente qui prend des risques et qui en même temps est un peu dépassée aussi par ce qui se produit, un peu comme on le serait tous par rapport aux événements qu'elle vit. Tu sais. Donc c'est un peu ça l'idée derrière le personnage. Pour ça, je dirais qu'un autre personnage que j'ai beaucoup d'affection, c'est l'orphelin, là, c'est Léon, le marin. Tu sais. Je l'aime tellement, ce personnage-là, que je l'ai fait revenir même dans un autre chapitre, alors que c'était pas nécessairement censé être ça au départ. Tu sais, mais je voulais vraiment le revoir, ce personnage-là. J'aimais l'idée d'un orphelin, puis d'un personnage plutôt fragile, mais qui finalement, sa volonté est tellement forte que malgré un départ un peu chaotique dans la vie, ce personnage-là est une force de la nature, puis finit par faire le tour du monde, tu sais, malgré que ça soit un pauvre, là, tu sais, que ça soit qu'il n'y a rien, il possède rien, mais il trouve le moyen de voir du pays, tu sais, en s'engageant comme mousse, tu sais, comme matelot. Donc, voilà. Et donc, je reviens à ce que je disais au tout début. Alors non, je vais laisser la parole à Anne d'abord, qui sûrement Oui, va. excuse-moi, je voulais justement vous demander si Émeraude, elle est quand même extraordinaire. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour, elle a une vie quand même, je vais pas trop en dire, mais elle a une vie pas facile, un démarrage dans la vie qui est pas facile. Et puis pourtant, je trouve qu'elle a beaucoup elle sait se satisfaire de ce qu'elle a. Elle est très optimiste finalement. Je la trouve pleine de force, pleine de vie. Et est-ce que vous avez voulu en faire un personnage un peu féministe ou pas forcément? Est-ce qu'il fallait que ce soit une femme ou pas forcément? Ben, oui, en fait, oui, l'idée de départ, c'était d'avoir un personnage féminin fort. mais je pense que le féminisme va de soi. Tu sais, je pense que plus on va avoir de représentation de femmes tu sais, auxquelles on s'identifie tu sais, dans les médias, que ce soit dans les films ou dans les séries ou dans les livres, ben, plus on va normaliser en fait le fait que les femmes soient autre chose qu'un faire-valoir. Là. Donc, c'est sûr il y avait un peu de féminisme là-dedans, mais au-delà de ça, tu sais, j'aime l'idée d'une femme scientifique, tu sais, de ce personnage-là oui, malgré un départ un peu difficile, ben, euh, réussit à faire ce qui la passionne. Tu sais, mais au-delà de ça, il y a aussi la société dans laquelle elle est née. Tu sais, elle est née dans une société où, heureusement, on a encore la possibilité, à force d'efforts et si on tire son épingle du jeu, on réussit finalement au jeu de la vie, là, au jeu du capitalisme ou de la société. Tu sais, on a encore une société qui malgré l'adversité, peut faire en sorte qu'on se sort de sa condition. Tu sais, mais ça, c'est juste
suis très consciente que c'est très social-démocrate là, comme trame narrative. Si cette femme-là était née au Bangladesh, je ne suis pas sûre que ça aurait donné le même résultat. Donc, évidemment, je peux parler seulement de ce que je connais bien. Si j'avais voulu la mettre dans un autre pays, dans une autre culture complètement, il aurait fallu pratiquement que je fasse un voyage là, de 3 ans pour m'émerger, me plonger dans cette culture-là. Donc, c'est sûr que les personnages ont toujours un peu de lien avec nous, mais en même temps, il y a toujours c'est ça, je veux dire, comment dire, notre expérience propre a ses limites aussi. À un moment donné, il faut sortir de soi-même, puis il faut se lancer, puis il faut se lancer dans le vide envers des réalités, des personnages qui nous échappent aussi. Voilà. Cela étant, deux romans, deux héroïnes féminines. Est-ce qu'on dit jamais 203? Je ne sais pas, puisque en septembre dernier est paru La Vallée de l'étrange, et en tant que Français, on n'a pas eu la chance encore de le lire, mais ça ne saurait peut-être tarder avec Amaury. Je ne sais pas d'ailleurs, vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus. Racontez-nous aussi, là pour le coup c'est une dystopie, dans un futur proche de ce que j'ai cru comprendre, où il y a un certain marché des androïdes avec à l'apparence de jeunes enfants, mus par une intelligence artificielle. Racontez-nous potentiellement ce qui va s'y dérouler également et comment vous avez décidé de le tisser. Ben, c'est pas vraiment une dystopie. Dans le Ah, sens que dystopie, moi, je vois vraiment un monde où tout va mal. Là, en 1984, ça, c'est une dystopie. Puis, à la limite, je pense qu'habiter en Corée du Nord, on vit dans une dystopie. Mais La Vallée de l'étrange, c'est pas vraiment une dystopie. C'est plus l'histoire d'une bonne idée qui, un jour, se met à déraper. En fait, le personnage principal, il y a en fait, il y a 3 personnages centraux à l'histoire. Je ne saurais dire lequel est le personnage principal. On suit les aléas d'un petit robot, mais on suit surtout l'histoire, la genèse de ce robot-là. Comment il a été créé. Donc, on a une artiste visuelle un peu paumée, un peu ratée, qui un jour euh, crée un objet absolument irrésistible. C'est comme une petite boule de fourrure avec un mécanisme à l'intérieur que quand on caresse la boule de fourrure frissonne de plaisir. C'est un peu ça le principe. Donc, les gens deviennent complètement fous, ils veulent en posséder une. Donc, ça part de là, l'idée. Et plus l'histoire avance, plus l'objet, si on veut, de désir se complexifie à mesure que bon, sa créatrice acquiert de la richesse et développe l'idée, développe l'objet, etc. Puis éventuellement, elle s'allie les services d'un programmeur. Et l'objet acquiert de plus en plus de fonctions et de plus en plus complexe, ne serait-ce que physiquement, mais aussi, j'allais dire intellectuellement, mais la mécanique de l'objet devient de l'informatique. Et moi, je suis retournée à l'école récemment, un peu pour écrire ce livre-là. Je suis allée faire mon DEC, là, comme on dit au Québec. Je suis allée chercher un diplôme en développement logiciel parce que je ne voulais pas juste faire voilà, on est dans le futur, il y a des robots, c'est de la magie, voilà. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais vraiment qu'il y ait une progression logique au développement d'un produit. Je voulais que tout ça soit dans la mesure du plausible. Puis en fait, le roman, ce qui illustre, c'est l'espèce de frontière où à un moment donné, l'électricité qui voyage dans une boîte devient une conscience. Ce qui est un peu la même chose avec nous. Nous, on est quoi? On est l'électricité qui voyage dans une boîte, notre boîte crânienne. Bien, à quel moment est-ce qu'un objet est assez complexe pour que de cette manière de fonctionner-là, un jour émerge la conscience de soi, des désirs, des sentiments, la capacité de souffrir. Donc, c'est un peu ça que ça raconte, La Vallée de l'étrange. Donc, on suit la création de cet objet-là. Et ensuite, évidemment, comme tout objet de désir, évidemment, il y a certaines personnes qui vont sexualiser cet objet-là. Mais moi, je voulais écrire quelque chose où le robot lui-même ne souffre pas du fait d'être un objet sexuel, parce qu'il a été programmé pour. Mais comment dire, la souffrance vient du fait que les gens le perçoivent comme le mal.
parce qu'il sert de paratonnerre, finalement, à un débat de société sur qu'est-ce que le désir, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Est-ce qu'un fantasme, s'il demeure un fantasme, est mal? Ou au contraire, si on réalise le fantasme avec une machine, est-ce que c'est correct, vu qu'il n'y a pas vraiment de victime? Donc, c'est tout ça que je voulais mettre en scène dans ce roman-là. C'est un truc très dense, il fait comme 115 pages. J'aurais pu en écrire 500, mais encore une fois, j'ai synthétisé, puis je vous donne un petit os à ronger là, de densité de ces questions existentielles. Voilà. Amaury, la réponse est à l'éditeur, la parole est à l'éditeur. Janvier 2025, probablement. On va continuer sur la lancée, oui. On l'a su, on va dire, juste avant le Festival du Livre de Paris. On s'est mis d'accord là-dessus. Donc, ouais, je pense qu'on va le faire, mais il le fallait aussi. Moi, c'était le titre qui, au départ, m'a beaucoup interpellé parce que je croyais l'avoir vu quelque part. Je le trouvais très, très poétique. Et puis, je me suis dit, bon sang, d'où ça vient ça? Et comme j'ai eu aussi une vie un petit peu dans le web, je me suis rappelé que de quoi ça pouvait parler, la vallée d'étrange. J'ai pas envie de déflorer non plus le sujet, mais c'est quelque chose qui touche effectivement aux androïdes et à la possibilité de se rapprocher de l'humain. Mais qu'à un moment donné, il y a un seuil, finalement. Il y a quelque chose comme il y a un schéma qui le montre bien, justement, qui s'appelle effectivement la vallée de l'étrange, à savoir que plus on se rapproche de l'humanité, au départ, on accepte les défauts de l'android, on les trouve même très touchants, mais plus il se rapproche de nous, finalement, plus on commence au contraire à s'en méfier, à le défier, et c'est quelque part ce trou qui existe là entre le moment où on l'adore et on le déteste, ça forme une sorte de vallée, et c'est un peu ce qu'a choisi Julie pour parler du roman, et moi ça me parlait beaucoup par sa poésie, effectivement, parce que ça envoie à quelque chose de très très concret. Et rien qu'avec le titre, on comprend pratiquement le sens du roman, effectivement. Et moi là, ça m'intéressait beaucoup, et en plus l'écriture me semblait, si c'était possible, encore un peu plus maîtrisée que dans Aquarium. Et ça m'intéresse aussi, comme je l'ai dit, mais jusqu'où elle va aller dans cette maîtrise justement de l'écriture, des choses achevées, davantage, encore plus abouties, encore qu'Aquarium pour moi reste aussi une expérience de lecture formidable, mais j'avoue que je suis tout de suite tombé dans le récit de la vallée de l'étrange, et avec ses éditeurs au Québec, on s'est dit que c'était bien de continuer aussi ça, et puis que nous, en France, on puisse l'accompagner, en sachant que notre plus grande crainte, c'est que va faire Olivier pour l'illustration. Parce qu'effectivement, il y a des choses que Julie n'a pas spécialement envie de voir, et moi surtout, je laissais à Olivier l'entière liberté de faire quelque chose. Et voilà, c'est un petit peu notre crainte, et en même temps ce qui nous titille un petit peu en ce moment. Et Olivier est déjà sur le coup, parce que c'est pour une fois, il a de l'anticipation. Je vous l'ai souvent dit comment Olivier travaillait, et là encore, hors de question pour lui de lire le texte, mais j'ai l'impression que la thématique, plus que d'habitude peut-être, le pique sa curiosité. Est-ce que c'est aussi parce que c'est d'avenir dont il est question, c'est la manière qu'a Julie d'aborder les choses, et je crois qu'il a aussi beaucoup aimé le fait que Julie apprécie l'illustration d'Aquarium, ça le motive, et là pour lui, c'est une étape supplémentaire. Est-ce qu'il va relever le défi de l'illustration? Donc on verra bien. Ce qui se passe dans la tête d'Olivier, c'est pas toujours facile pour tout vous dire, mais voilà, moi aussi j'ai hâte de ça. Donc janvier 2025, si tout va bien. Très bonne nouvelle, c'est Olivier Mazoué qui fait toutes les couvertures des éditions de Paysage. Exactement. Et pour revenir tout à l'heure, mais on l'a dit avec Julie lorsqu'on était au festival, par rapport à Aquarium, c'est vrai que c'est au-delà d'un calembour, c'est comme ça que je ressortis. Tout à l'heure, elle en parlait d'ailleurs. Il est souvent question d'un roman choral. Et là, moi, l'image qui m'était venue, c'est celle, effectivement, je t'avais dit, Julie, mais d'un roman corail, en fait. Et ça tombe bien, parce que c'était la construction avec tout un tas de polypes qui se construit sans avoir un schéma définitif, mais pourtant ça forme quelque chose à la fin. Et j'avais plutôt l'impression qu'on était face à ça, mais depuis assez longtemps, et le mot me manquait, et puis il nous est venu comme ça dans une conversation qu'on a eue, c'est comme ça, c'est à ça que je peux raccrocher en fait aussi Aquarium, et cette immense construction qui va même au-delà du roman et qui continue, nous, dans nos têtes de lecteurs et de lectrices, parce que effectivement, tous ces personnages-là ont une vie en dehors de ce texte-là et résonnent autrement en nous. Donc là encore, vous, c'est Léon, les
hein. Voilà, ça dépend vraiment. Moi, c'est vrai aussi que comme beaucoup, j'ai été transporté par la capacité à investir le squale ou la baleine. C'est franchement les choses qui m'ont effectivement le plus marqué. On en redemande énormément, mais Emeraude Pique est un personnage extrêmement attachant là encore, et on l'imagine encore là vivre pas loin de nous en fait. Et ça aussi, c'est assez fort pour de poser ce geste-là pour une écrivaine, à mon avis. Est-ce que d'ailleurs, parce que c'est vrai elle est quand même particulièrement haut en couleur, est-ce que il y a eu une tentation d'en faire d'autres romans avec cette héroïne-là, avec ce personnage-là? Tout est possible. Est-ce qu'il y a eu quand même cette tentation de rééditer l'expérience avec elle? Non. C'est parce qu'une fois qu'un projet est terminé, moi, c'est terminé. Tu sais, on dirait que c'est fini. Tu sais, je me passionne pour quelque chose, mais je me désintéresse aussi. Donc, une fois que le cycle est complété, on dirait que voilà, c'est terminé. Arrangez-vous avec ça. Moi, c'est plus mon problème. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais cela dit, peut-être qu'avoir changé d'idée. Tu sais. Habituellement, je termine pas un roman en me disant voilà, il va y avoir une suite. Tu sais, normalement, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, puis c'est terminé. Ce cycle-là est bouclé. Voilà, je pensais pas forcément à une suite, mais en tout cas à une Ouais. préquelle ou quelque chose qui viendrait expliquer peut-être encore plus sa vie. Parce que Et ça, Anthony, on l'a peut-être déjà en fait, je parce suis- que ah, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était jeune, Émeraude Pique? Est-ce qu'elle n'était pas en ville à essayer justement de s'attaquer à tous ces profiteurs, à tous ces pollueurs? Est-ce qu'elle n'a pas décidé ensuite de partir en Arctique? J'en sais rien. Je laisse ça effectivement à vos réflexions. Julie répondra pas, j'imagine. J'avais jamais pensé à ça, mais peut-être. C'est vrai qu'il y a un trou dans son histoire, on sait pas. Il y a un trou dans son CV. et Elle voilà. sera peut-être très contente de se retrouver sur ce bateau, cette croisière scientifique aussi. Non, je sais pas, mais c'est vrai que on avait déjà parlé de ça pour De Vengeance parce que moi j'avais reçu quand même peut-être une petite dizaine de courriels ou de messages privés me disant et la suite évidemment. On avait tous envie d'en savoir plus et là encore, mais là aussi le fait, je pense, de nous piquer notre curiosité comme ça donne toujours envie d'en lire un petit peu plus. Mais je comprends ce processus de création comme si finalement on épuise quelque part une veine, on a l'impression qu'il faut passer à autre chose, mais tout se construit peut-être comme un puzzle dont on n'a pas forcément l'image finale. Je ne sais pas. C'est un peu aussi comme ça qu'on peut concevoir parfois les œuvres des écrivaines et des écrivains. Très bien. Très bien. Il y a une phrase, Julie, qui m'a un petit peu saisi, c'est la suivante, je vous cite, les signes sont toujours là, ce sont les hommes qui les ignorent. Est-ce que c'est aussi un roman qui dit aussi, je trouve que cette phrase, elle résume bien finalement le roman, elle résume bien Aquarium, même si c'est une mission impossible, clairement, de résumer Aquarium. Et d'ailleurs, chapeau à Amaury pour l'avoir résumé en quatrième de couverture. Je ne sais pas si c'était la quatrième du livre au Québec, mais en tout cas, Non. très difficile. Mais justement, est-ce que finalement, c'est cette absence de sensation, d'anticipation des hommes qui est aussi derrière la création d'aquarium? Est-ce que les hommes finalement ne sentent rien? Les animaux sentent davantage que nous. On a l'impression que c'est un petit peu ça aussi que on sait ce qui va arriver potentiellement dans 10, 15, 20 années. En tout cas, les scientifiques le savent sûrement mieux que nous, et vous en faites sûrement partie aussi. Vous nous avez déjà annoncé de très mauvaises nouvelles. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça, le sel d'Aquarium, le fait d'avoir cette humanité qui ne sent pas les choses? Ben oui, en fait, je dirais, c'est même le leitmotiv de tous mes romans. Tu sais, on écrit toujours un peu le même livre, là, dans De Vengeance. C'est un peu cette violence de la coupure ou de la déchirure par rapport à l'environnement ou au territoire ou la nature en général qui fait que le personnage souffre puis réplique par la violence. Mais dans Aquarium, cette espèce de, 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 de fracture entre le monde vivant puis le monde des humains est aussi ressenti par le personnage. Il y a un sentiment
d'impuissance, mêlé avec un sentiment de rage, puis sa manière de répondre à ça, au lieu d'être de la violence, c'est de se lancer dans le travail. C'est une espèce de travail un peu voué à l'échec, d'entreprise de, 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 comment dire, de reproduction des écosystèmes naturels en milieu clos. Et on voit ce que ça donne. Donc, c'est sûr que le roman, il peut avoir un certain constat d'échec. Puis, mais en même temps, je ne veux pas que mes romans soient trop déprimants non plus. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est osciller entre cette espèce de constat d'échec de l'humanité à un certain point, mais aussi qu'il y a des belles choses. La beauté, moi, c'est vraiment la raison de me lever le matin. C'est encore la beauté du monde. Et malgré toutes nos conneries, ben, le monde réussit quand même encore à être beau et à survivre. Moi, je suis un peu misanthrope. Donc, c'est sûr que je vais trouver ça un peu malheureux si on s'auto-détruit, puis à quel point on peut être stupide comme ça, mais en même temps, j'ai confiance que la vie, la Terre en général, va nous survivre, d'une manière ou d'une autre. Puis en fait, la vie va toujours triompher. Reste à savoir quelle va être notre place par rapport à ça. Est-ce qu'on va choisir de tout arracher, de tout polluer, de tout annihiler jusqu'à la fin, ou encore on va avoir une prise de conscience, puis finalement on va essayer de réparer les pots cassés, puis on va essayer de vivre un peu plus en harmonie. Donc, c'est un peu ça mon questionnement en matière de personnes, d'humains sur Terre. C'est sûr que ça va se transmettre un peu dans mes intrigues, dans le roman, mais je veux pas non plus que ça soit des romans c'est ça là, qui donne envie aux gens de prendre un bain avec leur grille-pain. Voilà. Alors, on va aller du côté de la dystopie ou en tout cas dans le futur plutôt lointain, puisque je demande à chaque écrivain de se projeter en 2074 et de se mettre en scène. Finalement, décrivez le monde autour de vous, Julie Curtness. Ah mon Dieu. Écoute, on va être beaucoup plus vieux, hein, tous ici, là. On va peut-être être dans la tombe pour la plupart. Si je suis encore vivante, j'espère être sur de la très, très bonne drogue. C'est ce que je me souhaite. Non? Une petite vieille toute rabougrie dans sa chambre, sur de la très bonne drogue. J'ai de la misère à répondre à cette question-là parce que c'est très loin, hein, 50 ans. Surtout qu'on parlait tantôt de l'accélération du monde. Ça continue comme ça. J'espère qu'on va réussir des choses un peu abstraites comme réussir l'unification, disons, de la théorie de la relativité générale avec la mécanique quantique. En ce moment, les deux théories cohabitent, mais j'espère qu'un génie va émerger puis va réussir à connecter je sais pas, les deux équations, les deux concepts. Je pense que ça manque à notre compréhension profonde du monde de ça. Puis à partir de là, peut-être qu'on va pouvoir avancer ou prendre une autre tangente, je sais pas. Je sais qu'il va faire plus chaud aussi, ça c'est indéniable, parce que même si aujourd'hui on éteignait tout, on est dans je pense que le point de non-retour a été franchi, puis ça va prendre quelques centaines d'années avant que ça se calme. J'ai l'impression qu'on sera plus nombreux aussi, on va être plus métissés. Donc ça risque d'être intéressant. Mais c'est plus des souhaits que j'ai pour nous dans le futur que des prophéties. Là. Je nous souhaite vraiment qu'on prenne les bonnes décisions. Je souhaite qu'on fasse des choix justes, même si c'est des choix difficiles. Je souhaite qu'on écoute, qu'on va élire, puis qu'on va payer les bonnes personnes. Je souhaite que tous les gens dans leur vie, celle ou encore l'odeur du pain frais, je souhaite qu'on pourra encore entendre l'eau couler dans les ruisseaux, les oiseaux chanter. J'espère qu'on aura tous vu au moins une fois la brume sur un lac à l'aube. J'espère qu'on va pouvoir écouter au moins une fois dans sa vie, pendant quelques heures ou quelques jours, écouter le monde sans aucun bruit de machine.
J'espère m'ennuyer. Puis j'espère en fait que j'aurai un peu moins honte de nous. Merci, Julie. Sacré programme. J'aimerais que vous nous disiez, je demande aussi à chaque écrivain de choisir un auteur ou un livre méconnu, quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui n'est donc pas dans le top 10 des ventes de la Fnac, qui regorge de livres dont il ne faut surtout pas dire le nom. Lequel aimeriez-vous mettre en avant? Moi, je suis allée dans une autre direction. J'ai décidé de vous parler de mon hobby, qui est de lire des fanfictions. Est-ce que vous connaissez les fanfictions, tout le monde? Je vais vous faire un résumé très court de ce que c'est. C'est des, des textes qui s'écrivent à partir d'œuvres déjà existantes, mais par le public lambda. OK? Donc, ça peut être soit un film, ça peut être soit une série de livres, ça peut être une série de télé, ça peut même être des gens qui existent vraiment par rapport à un groupe de musique, ou, je ne sais pas, là, ça peut être des jeux vidéo. Bref, n'importe quoi qui vous titille artistiquement et dont vous avez envie de poursuivre l'aventure, vous pouvez écrire une histoire et téléverser ça dans le merveilleux monde du World Wide Web sur le net. Moi, je lis des fanfictions depuis l'adolescence, okay, depuis le milieu des années 90. Je suis arrivée là-dessus par hasard en cherchant des informations sur l'autoroute de l'information, sur ma série télé préférée, qui à l'époque était The X-Files. Et là, je suis tombée dans ce vortex de gens qui écrivaient leur propre version de cette série télé-là. Mais au-delà de ça, chacun peut trouver sa niche. Hein. Et je dirais que ça m'a toujours vraiment habité parce que les choses les plus incroyables que j'ai lues, à la limite, c'est pas dans les livres que j'ai lus, c'est dans les profondeurs du web. Les affaires qui m'ont le plus choquée, qui m'ont aussi le plus ouvert l'esprit, c'est sur le web que je les ai lus. C'est sûr qu'il y a la caricature qu'on peut faire de ça, c'est beaucoup d'histoires érotiques. Et oui, il y a ce volet-là, mais au-delà de ça, c'est vraiment des histoires écrites souvent. Mes auteurs préférés là, sont sur le web et j'ai aucune idée si c'est des femmes, si c'est des hommes, si c'est des personnages non-binaires. J'ai aucune idée qui est derrière le pseudonyme utilisé. C'est des histoires qui ont une liberté totale parce qu'ils n'ont aucun, comment dire, il n'y a eu aucun formatage de l'industrie. C'est des histoires écrites aussi sans. Ces gens-là ne feront jamais d'argent avec ça là, parce que, évidemment, ils n'ont pas le droit d'auteur sur ces histoires-là. Donc, c'est écrit en toute générosité. Puis c'est écrit souvent par des gens qui ont des réalités totalement étrangères à la mienne. Par exemple, c'est des gens qui ont beaucoup de temps. Donc, souvent, c'est des gens qui ont une maladie chronique. C'est des gens ou alors qui vivent dans un autre pays ou qui sont à la maison tout le temps pour X raisons. Soit ils ont un handicap ou ils ont de l'anxiété ou sont en chimiothérapie. Limite, là, ça peut être n'importe quoi. C'est des gens qui ont une autre réalité. C'est des marginaux souvent qui écrivent un monde totalement différent du nôtre où souvent leur marginalité est acceptée. Ou encore, écoute, l'affaire, pour vous donner un exemple, là, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires où les genres ne sont pas hommes-femmes, c'est plus des caractéristiques comme oméga, bêta, alpha. Tout ça, c'est une nouvelle dynamique complètement de société. En tout cas, bref, j'en ai lu beaucoup. Puis je vous dirais que, étant donné que j'ai beaucoup lu de ça, de toutes sortes de communautés, de toutes sortes de gens, euh, c'est vraiment difficile maintenant de me choquer ou de me surprendre en littérature. Là. Je suis vraiment désensibilisée. Puis en même temps, ça m'a énormément nourri. Tu sais, les affaires les plus incroyables et pétées, étranges que j'ai lues, c'est là. Tu sais, je me répète, là. Puis en même temps, c'est des exercices de style intéressants parce que souvent, c'est une dynamique de personnages qu'on retrouve dans une série télé ou dans un roman ou dans un film. Et cette dynamique de personnage-là va être mise dans un autre contexte, que ce soit un autre contexte historique
Ou encore, on peut faire se fusionner deux univers complètement différents. Je ne sais pas, moi, ça peut être, mettons, X-Files avec Sherlock. Ou encore Harry Potter avec Hannibal. C'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de mauvaises choses qui s'écrivent. Donc, il faut beaucoup, beaucoup fouiller pour en venir à trouver des pépites. Puis souvent, c'est très, très brut. Mais moi, c'est vraiment un hobby. Il y en a qui jouent à des jeux vidéo qui tricotent, là. Moi, c'est vraiment les, les fanfictions, tu sais. Puis on a tendance à penser que c'est un courant relativement nouveau. Mais tu sais, la Divine Comédie de Dante, là, je ne sais pas si vous le savez, mais la Divine Comédie, c'est un fanfiction de la Bible, hein. C'est carrément ça. Il a extrapolé à partir d'une vision de l'enfer, puis il a écrit sa version de l'enfer. Mais ça, c'est une fanfiction. Ou encore le livre 50 nuances de gris. Je pense qu'à la base, c'était une fanfiction de Twilight, mais qui a été maquillée, puis on a retiré toutes les références aux vampires, puis c'est devenu 50 nuances de gris. Donc, autrement dit, la fanfiction est partout, puis souvent on l'ignore. Puis il y a un de nos profs en littérature qui m'avait dit une fois que les bons auteurs imitent, les grands auteurs copient. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, on réinvente jamais la roue, hein. Tout notre imaginaire est nourri, puis on réinvente ça, puis on réécrit des choses, mais c'est très, très rare qu'on arrive avec une proposition fondamentalement nouvelle. Donc, bref, fanfiction. Vous êtes C'est pas à la FNAC. Vous êtes clairement inclassable, Julie Cortès. Ah oui, Inclassable. bon. Je pense que vous serez sûrement, et c'est tellement fin et tellement intelligent finalement de prendre ce biais-là, parce que c'est vrai que personne n'en parle, et il y a de la littérature là. Clairement, il y a de la littérature aussi là-dedans. Oui. Oui. Ah oui, Euh, tout à fait. Mais écoute, je pourrais en parler vraiment longtemps. Il y a des thèses qui s'écrivent là-dessus, mais c'est vraiment dénigré beaucoup. Tu sais, il y en a, c'est ça, qui limitent ça. Ils pensent que c'est des histoires homo-érotiques de Star Trek. Oui, il y a ça, mais c'est vraiment pas juste ça. Tu sais, c'est vraiment plus riche que ça comme, comme plateforme. Écoute, il y a des millions, je pense, d'histoires qui s'écrivent en ce moment même en et qui fanfiction. pourrait faire l'objet d'un futur roman, ou en tout cas d'un prémisse finalement. Ça pourrait être le début d'un roman, en transposant les choses, mais finalement, est-ce que vous tissez aussi, vous trouvez, tout à l'heure vous disiez que vous vous inspiriez finalement de cela. Est-ce qu'il y a eu un moment, une fanfiction, qui a déclenché peut-être l'écriture d'un roman, ou en tout cas l'envie d'eux? Ben, il y a beaucoup de petites choses. Des fois, ça peut être une phrase, ou des fois, ça peut être une image. Je vous dirais que dans Aquarium, je me suis inspirée beaucoup, tu sais, pour l'histoire de la voiture intelligente. Ben, il y a un petit peu de ça qui vient d'une fanfiction que j'ai lue, où là, c'était carrément une intelligence artificielle qui se promenait comment dire, d'un véhicule à un autre, puis finalement finissait dans un vaisseau spatial. Mais tu sais, c'était la même personne. Donc, j'aimais l'idée de transposer cette intelligence artificielle d'un médium à un autre. Puis probablement que dans le prochain roman qui n'est pas écrit encore, je vais reprendre cette idée-là d'une manière ou d'une autre. Tu sais, j'aime beaucoup l'idée d'une conscience qu'on ballotte d'une place à l'autre. Mais même à ça ne vient pas nécessairement de la fanfiction. Tu sais, il y a des romans qui ont été écrits avec ça en tête avant que ça devienne une fanfiction. Tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est toujours les mêmes idées, mais à différentes sauces. Fait que par osmose, moi, j'absorbe tout ça. Mais c'est clair que ça passe à la moulinette de mon cerveau. Puis 8 ans plus tard, je peux pondre quelque chose où il y a vaguement une référence à telle chose, mais je voudrais bien voir quelqu'un qui réussit à mettre le doigt dessus parce que c'est tellement rendu loin de l'idée de départ que ça serait pratiquement impossible à, à faire le lien entre les deux. Tu sais. Et en passant, j'en écris pas, hein. J'écris pas de fanfiction. C'est vraiment un loisir de consommation et non de production. Parfait. Alors, est-ce qu'on ne terminerait pas cette rencontre avec un second extrait, Julie, Ah oui. pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu, et pour voir la diversité et la richesse du style et de la langue? Oui, donc là, je me suis fait plaisir. J'ai décidé que j'allais lire un extrait sur la baleine. Donc, voilà. La vieille baleine est affaiblie. Elle tente à plusieurs reprises de s'éloigner vers le large pour se laisser couler en paix, à l'abri des prédateurs et loin des siennes, mais on lui barre la route. Elle n'a pas l'énergie pour cette dernière confrontation. Elle s'arrête et attend la suite.
Elle perçoit la panique de ses nièces et petites-nièces chargées de l'escorter. Pour elle, l'oracle est précieux et irremplaçable. Ses chants ont fait le tour de l'eau maintes et maintes fois. On vient pour l'entendre, mais aussi pour se confier, lui raconter ses propres histoires. L'oracle sait tout, entend tout, retient tout. Mais en ce moment, la matriarche souhaite faire le vide et mourir. Les humains ont trouvé le moyen de fabriquer des filaments assez fins pour piéger même les plus petites proies de la mer. Peut-être est-ce pour ça qu'on a tant tué ses semblables. On en voulait à leur gueule. On en a construit une immense, bordée de tous les fanons, de toutes les victimes, pour filtrer l'eau et en extraire tout ce qui y vit. C'est sans doute pourquoi on ne les chasse plus. On a assez accumulé de fanons pour vider l'océan. Elle craint cet engin terrifiant qui avale tout sur son passage, laissant derrière une eau limpide, morte. Voilà. Merci Julie. En effet, un très beau passage que beaucoup ont relevé et c'est logique. Clairement, c'est un des plus beaux passages du livre. Merci Merci. infiniment à tous les deux, Julie et Amaury. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, il est temps de vous remercier infiniment pour vos réponses. Et en effet, Julie, on sent que il y a tellement de personnages chez vous, il y a tellement d'envie d'aller ailleurs aussi, de se renouveler. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on sait que chaque prochain roman sera totalement différent. Et ça fait clairement, ça rajoute clairement du crédit à ce que vous écrivez. Et bravo à Amaury d'avoir déniché Julie Curtis. On est ravis de l'avoir au catalogue de paysages. Ben, merci Merci à beaucoup, vous. Anthony. Merci tout le monde d'avoir pris du temps votre dimanche soir puis de m'avoir écouté parler. C'est bien. Merci beaucoup pour votre temps. Puis bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à Merci à tous, merci à toutes. À Merci tous. beaucoup, Anthony. Merci. À la prochaine. Bye. Ciao. Bye. Au revoir tout le monde.